Comme annoncé, nous allons prendre notre tout premier invité. Il s'agit de M. Al Kitenge, expert économiste, à qui j'ai dit bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup, content d'être avec vous ici. Alors avec vous, on va pouvoir aborder les conséquences de la guerre sur l'économie nationale. On sait que cette guerre n'est pas sans conséquences sur notre tissu économique, mais en tant qu'expert, nous aimerions justement comprendre comment on peut arriver en tant qu'État à résister à toutes ces conséquences néfastes sur notre économie nationale. Quelles sont les conséquences de cette guerre sur notre économie ? La première conséquence est sur le pilier fondamental de l'économie, l'être humain. Les Congolais sont tués, persécutés, fouettés, chicotés, humiliés. Et bien sûr, dans ces conditions, ils ne peuvent pas travailler. Et vous le savez très bien, le travail est le facteur déterminant de la production de l'économie. Et ça peut durer très longtemps, très malheureusement. Et dans cette situation de guerre, on a peut-être bien sûr des pertes immédiates. Faites un calcul. On parle de 7 milliards de dollars de vols par année, divisé par le nombre de mois, et vous pourrez savoir plus ou moins ce que nous perdons chaque mois avec ce qui se passe à l'est de notre pays. Mais il y a pire que ça, ce n'est pas les conséquences d'aujourd'hui, les milliers, les millions de personnes qui ne travaillent plus, non. La conséquence sur la réputation du pays et sur le temps de latence que prendra le pays pour être en mesure de reprendre les choses et revenir à la normale. Ça va nous coûter très cher. Et la question de la réputation est quelque chose d'extrêmement important. Vous savez, pour beaucoup de gens en dehors de ce pays, quand on dit que l'Est de la République est en guerre, ils pensent que toute la République est en guerre. Par exemple, notre potentiel touristique est 7 fois plus élevé que celui du Kenya, mais nous recevons 10 fois moins de personnes qui visitent la RDC à cause de la réputation des 30 dernières années. Est-ce qu'économiquement parlant, on peut dire qu'on était prêt à pouvoir résister aux conséquences de cette guerre sur l'économie? Ce que vous décrivez s'appelle la résilience. Un pays est censé pouvoir résister au choc exogène comme au choc endogène. Et ce choc est pour nous un choc exogène. Il nous vient de l'extérieur d'une agression militaire et barbare. Et il faut simplement dire qu'il n'y a aucun pays qui aurait bien pu se préparer à ça. Même les États-Unis n'ont pas été préparés aux Twin Towers qui ont été attaqués. Ça sous-entend qu'en fait, lorsque ce genre de choses vous arrive, vous payez le prix et vous le payez cash. Heureusement pour nous, une petite partie est atténuée par l'aide internationale, l'aide humanitaire. Alors, quelles autres conséquences, à part ce que vous avez cité sur le travail de l'homme, mais aussi en termes de réputation? Quelles autres conséquences? Vous savez, par exemple, que nous ne pouvons pas faire de l'exploitation minière aujourd'hui, qui est en fait la base qui justifie la guerre que nous avons, c'est une guerre du pillage. Mais vous savez aussi qu'en dehors des minéraux, nous perdons notre cacao et notre café, qui sont devenus du cacao et du café du sang. On nous vole en permanence. Et donc, vous pouvez être sûr que pendant un temps, le retard en termes d'investissement que nous avons aujourd'hui va se payer cash demain après-demain. Et donc, comme vous le savez, l'armée rwandaise occupe l'est de la RDC, notamment le sud Kivu et le nord Kivu, quelques parties. Depuis quelque temps, ce que nous avions pu mobiliser depuis tout ce temps, on ne peut plus le faire. On ne peut plus mobiliser les recettes venant de ces deux parties du pays. Ça représente quel manque à gagner pour l'État congolais? Notre pays est amputé d'une partie de son territoire, de son peuple, de son activité économique. Le Nord Kivu en particulier, c'est la 4e économie du pays en termes de province. La 4e économie. C'est la 4e économie du pays en termes de province. Et il faut savoir que nous allons perdre beaucoup aujourd'hui, demain et après-demain. Et il faut être en mesure de pouvoir se conscientiser et dire, si jamais demain nous reprenons la plénitude du contrôle de la partie est de notre pays, il faudra investir intensément de manière volontaire pour être en mesure de rattraper le retard qui aura été causé par cette guerre. Cette façon de faire devra être une manière de penser les plaies et les difficultés que nous avons aujourd'hui à l'est de la République. Ce manque à gagner peut être chiffré à combien en termes d'estimation? En termes d'estimation, la partie est de notre République représente entre 12 et 15% de notre économie. Et prenez ça sur le budget, prenez ça sur le PIB, c'est plus ou moins la même chose. Et donc il faut savoir que ce qui nous manque, c'est non seulement l'économie domestique, ça veut dire les échanges entre la partie est de la République et le reste du pays, mais également l'économie internationale, ce que nous avons en interaction avec l'extérieur, essentiellement en ce qui concerne l'exportation. Comme vous le savez très bien, la plus grande partie du café exporté en RDC vient de cette partie, la plus grande partie du cacao exporté vient de cette partie. Peut-on dire que Goma et Bukavu sont aujourd'hui deux villes coupées du monde? Parce que les banques
les banques qui fonctionnaient ne fonctionnent plus, sont fermées dans les deux provinces, notamment à Bukavu et à Goma. Les gens ne peuvent plus faire des transactions, ni des crédits, etc. Est-ce qu'on peut dire que cette partie du pays est quasiment, économiquement parlant, coupée du monde? Il y a quelque chose qui me fait rire dans votre propos, c'est que vous parlez de Goma et de Bukavu. Non, il s'agit de deux provinces, le sud Kivu et le nord Kivu, en ce compris les autres villes et villages de notre pays, où on tue impunément. Et c'est ce qui révolte le monde entier. Et je voudrais ici profiter de votre plateau pour remercier tous les pays qui nous soutiennent dans cette situation. Parce qu'en fait, la vérité a fini par triompher. Le chef de l'État, avec la ministre des Affaires étrangères, ont réussi à montrer à la face du monde que nous sommes là dans une situation de vol en perpétuel recommencement de manière tout à fait inacceptable et qui s'accompagne avec des morts de personnes. Maintenant, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le fait que les Rwandais et le M23, quand ils arrivaient à Bukavu et à Goma, ils espéraient pouvoir bénéficier de la manne de ce qu'ils auraient bien pu trouver dans le système économique. Et très malheureusement, tout ça est bloqué et ils sont complètement perdus. Et je crois que l'une des choses qu'ils n'ont pas anticipées, c'est la capacité à restreindre l'utilisation du SWIFT, ça veut dire les transactions internationales, et éventuellement le fait que les banques n'ont pas suivi. Vous savez, ils ont tenté de casser certains coffres-forts, y compris à la Banque centrale à Goma, et heureusement pour eux, ça n'a pas marché. Donc ces deux villes sont coupées du monde, parce que les investisseurs ne peuvent plus y aller, par peur d'être tués, etc. Les premiers investisseurs qui devraient y aller, c'est l'État congolais, c'est les Congolais eux-mêmes. Nous ne sommes même pas capables de pouvoir y travailler de manière normale pour l'instant. Et ce n'est qu'une question de temps. Peut-être que le sort et l'essor d'un pays a un prix, nous sommes en train de payer le nôtre. Alors, merci beaucoup de votre expertise, Monsieur Al Kitenge, mais on aimerait savoir comment peut-on, dans ce contexte difficile que nous traversons, que la République démocratique du Congo est en train de traverser, comment peut-on stabiliser notre économie? Nous avons une chance majeure. Peut-être que nous devons utiliser cela comme ce qu'on appelle en anglais un wake-up call, ça veut dire un son de cloche qui nous réveille. Il y a un programme d'une route qui devra traverser toute la République, qui devra se terminer à Bukavu, qui est financé par la Banque mondiale. Je pense qu'il faut la commencer et il faut l'accélérer pour être en mesure de relier l'Ouest à l'Est pour reconquérir notre économie domestique. Et en fait, après l'économie de la guerre, il faut faire une guerre économique. Il faut volontairement que la République démocratique du Congo décide d'investir de l'argent pour panser les plaies des enfants de l'Est, mais également leur donner des opportunités et réveiller cette partie de la République pour qu'elle contribue de manière vitale à l'économie domestique. Et ceci devrait nous permettre de pouvoir économiquement occuper la partie Est de la République avec plus de personnes. Et combien de temps faut-il pour qu'on arrive à mieux relancer notre économie après ce conflit, à la fin de cette guerre? Il nous faudra beaucoup de temps? Vous savez, nous avons une chance énorme. C'est que stratégiquement parlant, le président de la République a compris quelque chose d'extrêmement important. Qu'aujourd'hui, cette guerre est alimentée par les minéraux et donc il faut utiliser les mêmes minéraux pour être en mesure de stopper la guerre. Et si nous arrivons à boucler cette négociation que nous avons avec les États-Unis, vous pouvez être sûr que ça sera un accélérateur. En très peu de temps, on aura arrêté et une nouvelle économie va commencer. Mais il n'y a aucune nouvelle économie qui peut commencer et prospérer si nous n'avons pas des solutions énergétiques. Il est donc important de pouvoir penser la résilience du pays, la résilience de l'Est, avec un paquet de services. Un des paquets de services dont on doit pouvoir se servir, c'est l'énergie électrique transformatrice pour être en mesure de travailler de manière industrielle les ressources minérales que nous avons à l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que le fait qu'on ne soit plus en mesure d'exploiter nos minéraux peut constituer un obstacle pour faire face aux défis économiques? Parce que vous dites que notre économie est basée sur l'industrie extractive. J'insiste sur l'énergie pour que nous soyons en mesure non seulement de transformer les minéraux, mais également être en mesure de transformer les produits agricoles. Il faut arrêter d'avoir une économie élémentaire dans cette partie de la République. C'est ce qui nous rend faibles. Vous savez, lorsque vous êtes à l'est de la République démocratique du Congo, les biens manufacturés nous viennent de l'Ouganda et du Rwanda. Ceci est quelque chose dont nous devons être en mesure d'arrêter. Et pour l'arrêter, il nous faut de l'énergie et il faut de l'industrie. Et dans la réponse de résilience, je pense qu'il est important de pouvoir mobiliser tous les instruments de l'État, en ce compris le Fonds de promotion de l'industrie. Alors peut-on prévoir un plan de relance comme Martial? Il faut absolument un plan de relance pour être en mesure de pouvoir reconquérir économiquement cette partie de la République
penser les plaies et les difficultés dans lesquelles sont passés nos frères et sœurs et leur donner des opportunités. Mais vous savez, si nous le faisons, si nous investissons intensément de l'argent en réponse à la guerre que nous avons eue, une grande partie de notre population va se déplacer pour aller à la rencontre de cet argent, et donc ça va permettre que l'Est parle à l'Ouest, le Nord parle au Sud. C'est pour ça que le chef de l'État a même mis à contribution l'inspection générale des finances en relançant la patrouille financière pour que suffisamment de recettes soient mobilisées. Entre autres, et le chef de l'État continue à crier sur le fait qu'il est important pour nous que nous soyons les plus attractifs possibles pour que nous soyons en mesure de domestiquer les investissements locaux, mais également attirer des investissements internationaux. Cette question est tout à fait spécifique à l'Est, elle est tout à fait générale pour toute l'étendue de la République démocratique du Congo, et je pense qu'il crie trop haut, il est important que nous l'entendions. Alors, Monsieur Hall, vous avez suivi les différentes sanctions prises par l'Union européenne contre notamment les dirigeants du M23 et ceux de l'armée rwandaise. Il y a même des pays qui ont pris des mesures sévères, qui ont coupé l'aide au développement au Rwanda. Est-ce que vous pensez, d'abord, que ces sanctions peuvent-elles vraiment déstabiliser l'économie rwandaise? Je n'ai pas l'intention que cela déstabilise l'économie rwandaise. C'est pas le plus important, ça ne m'intéresse pas personnellement. Par contre, ça peut donner un coup de frein à l'argent. Le souhait de Kinshasa, c'est que ces sanctions impactent. Ces sanctions vont impacter sur la guerre. Ces sanctions vont stopper le carburant qui alimente la guerre et qui donne les moyens à l'économie rwandaise et au M23 pour être en mesure de nous attaquer. Très bien. Et parce qu'il faut savoir que si l'économie rwandaise va mal, ce sont les Rwandais qui vont mal. Et je n'ai pas de problème avec les Rwandais. Par contre, pour stopper cette guerre, et il est important de couper le carburant de cette guerre qui se trouve être le pillage des minerais et des produits agricoles qui se passent à l'est de la République démocratique du Congo. Et donc, il est important et c'est bon que les États-Unis et les pays européens mettent un frein à un certain nombre d'appuis qui renforcent malheureusement la capacité du Rwanda et ses supplétifs à pouvoir piller et voler ce qui nous appartient. Alors, j'aimerais, avant que nous puissions terminer avec vous, qu'on parle des grands enjeux économiques du XXIe siècle. Est-ce que l'économie congolaise est-elle toujours compétitive face à d'autres économies du monde? Notre économie n'est pas compétitive face aux autres économies du monde, mais nous avons le potentiel le plus grand du monde. Nous avons ici le potentiel hydroélectrique le plus élevé du monde en un seul site, Inga, mais au-delà de Inga, nous avons près de 200 gigawatts de potentiel hydroélectrique inexploité. Nous avons un ensoleillement parce que nous sommes placés sur l'équateur, qui nous donne un avantage majeur. Et ceci dit, nous avons la forêt, la deuxième forêt du monde en termes d'épuration de l'atmosphère. Nous avons donc tous les éléments nécessaires pour être en mesure de faire ici le hub de la transformation mondiale de l'économie. Mais en plus de ça, nous sommes détenteurs de tous les minéraux qui contribuent aujourd'hui à la transition énergétique. Ça veut dire qu'en fait, avec suffisamment de détermination, avec une vision et une discipline, en 2035, nous pouvons être le seul pays capable de devenir ce qu'on appelle net zéro. Ça veut dire à émission zéro. Et ça, c'est un positionnement stratégique, mais également prestigieux. Mais il va falloir que, d'une manière assez rapide et intelligente, nous soyons en mesure d'avoir un plan stratégique qui nous amène au sommet de la vision que peut avoir ce pays vis-à-vis des économies du monde. Un plan stratégique, c'est ça donc la condition sine qua non pour y arriver? Absolument, il faut un plan stratégique aligné sur les 25 prochaines années. Nous sommes en 2025. Nous devrions, comme la plupart des pays du monde, nous doter d'un plan stratégique à 2050. Alors, notre économie, comme vous l'avez dit tantôt, est basée sur l'industrie extractive. Est-ce que vous pensez que si aujourd'hui on arrive à changer de paradigme pour l'adapter au secteur de l'agriculture, le développement peut arriver si vite? Je dis toujours la même chose et à plusieurs reprises. Nous avons deux défauts. Le premier défaut, c'est d'avoir une économie essentiellement informelle. Ce n'est pas raisonnable. Il est important qu'on apprenne aux Congolais qu'il faut qu'ils travaillent de manière formelle pour deux bonnes raisons. La première, pour qu'ils soient en mesure de contribuer à l'économie nationale et aux taxes. La deuxième, pour être en mesure de se doter de ce qu'on appelle la protection sociale. Ça veut dire à un certain âge, il faut arrêter de travailler et donc vous devez être pris en charge et les éléments de solidarité. Le deuxième point de faiblesse, c'est le fait que nous avons une économie extravertie. Nous achetons y compris des biens que nous pouvons produire ici. Regardez la table sur laquelle vous êtes assis. C'est une table fabriquée en déchets de bois. Nous sommes le pays de l'origine privilégiée de bois. Nous devrions avoir des meubles fabriqués avec des matériaux de chez nous. Le fait que nous nous sommes installés dans ce confort
nous détermine en termes de faiblesse. Et il est important qu'on se réveille sur ces deux facteurs. Le jour où nous allons avoir suffisamment d'énergie, suffisamment d'industrie extractive et de transformation, ici, nous aurons l'industrie nécessaire pour être en mesure de créer une économie qui est stable, qui prospère plus vite que le reste du monde et qui est propre. Merci beaucoup de votre expertise et de toutes ces brillantes réponses, Monsieur Alkitenge. Je rappelle que vous êtes économiste. Merci. Merci infiniment. On va prendre tout de suite le deuxième invité.